Allez, bonjour à toutes et tous. Je vous propose d'attaquer ce webinaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter. Alors, je me présente rapidement, hein. Je suis Arthur Contansou, coordinateur régional du guichet CPTS Occitanie. Et avant de commencer, je vous donne une précision utile. Ce webinaire est enregistré. On a eu beaucoup de demandes de replay. Pour permettre sa rediffusion sur les réseaux, on a enregistré et on enregistre ce webinaire. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, n'hésitez pas à désactiver votre caméra. Si vous ne souhaitez pas qu'on vous entende, vous pouvez désactiver votre micro. Vous avez un chat à disposition et vous pouvez également exercer votre droit de retrait à tout moment en nous écrivant à l'adresse contact@guichetcptsoccitanie.org. C'est l'adresse avec laquelle on vous a invité. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter un outil qui est le fruit d'un travail partenarial avec l'ORU Occitanie qui m'accompagne aujourd'hui. Alors cet outil, c'est une cartographie des passages aux urgences par maille CPTS et à partir des données régionales de recours aux urgences consolidées. Alors c'est un travail précieux hein, parce qu'il est réalisé grâce à l'expertise de Laure Pourcel et du docteur Hervé Mourou, que je vais laisser rapidement se présenter peut-être. Oui, bonjour. Donc moi je suis Laure Pourcel et je suis chargée d'études statistiques à l'Observatoire régional des urgences. Bonjour, moi je suis Hervé Mourou, je suis médecin urgentiste à Carcassonne et je suis médecin coordonnateur de l'ORU. Ok, merci beaucoup. Hervé et Laure vont m'accompagner dans la présentation de ce webinaire. Alors, on a souhaité le faire, ce webinaire, non seulement parce qu'on a eu énormément de questions suite à la diffusion, mais parce qu'on sait également que sur le terrain, les CPTS expriment souvent ce besoin de disposer de données utiles, lisibles et actionnables pour structurer les actions. Donc cette cartographie, elle répond en partie à ce besoin. On est tout de même lucide. On sait qu'entre l'outil et l'usage concret, il y a parfois un écart. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est simple. C'est un, de vous montrer comment vous emparer de ces données et deux, comment les Pour traduire en parler, Toby, on a action un problème, je terrain. pense, avec le Voilà. fixe de la MSP. Hop. En 45 minutes, on va vous proposer donc une présentation de la méthode, des exemples d'analyse sur plusieurs territoires et des pistes d'utilisation concrètes pour vos CPTS. Avant de commencer le webinaire, quelques rappels pratiques. Merci de bien couper vos micros pendant les interventions, comme ça a permis d'éviter les interférences. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat, n'hésitez vraiment pas. Et de toute façon, on prendra un petit temps de questions-réponses à la fin. Le webinaire est enregistré, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et vous pouvez poser des questions, mais pensez à poser des questions à portée collective. Si vous avez des interrogations liées à votre propre CPTS ou à une situation très spécifique, on pourra vous mettre en lien directement, je pense, avec l'ORU à l'issue du webinaire pour échanger autour des statistiques. Voilà. Écoutez, on vous propose le plan suivant, une première partie sur la méthodologie qui va être assurée par Laure, une seconde partie sur la traduction assurée par Hervé, et enfin, je reprendrai la parole en fin de tour sur finalement comment s'emparer de ces informations. Je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et à tous, et je laisse la parole à Laure qui va vous expliquer comment ont été construites ces cartes. Oui, merci. Alors comme le disait Arthur tout à l'heure, c'est d'abord un travail collaboratif entre nos deux structures où en fait chacun est venu un petit peu avec sa petite brique à l'édifice. Donc le guichet CPTS nous a fourni tous les contours des CPTS. Et nous, à l'ORU, on est venu avec du coup les données qu'on a au niveau des structures d'urgence et vraiment que au niveau des services d'urgence. Donc tout ce qui est MMG, tout ça, on n'a pas pour l'instant, on n'a pas pu pour l'instant les inclure. Donc c'est vraiment que les services d'urgence. Pour au final, du coup, un petit peu mixer ces données-là pour pouvoir faire une cartographie au niveau régional. Voilà, donc, voilà, je peux repasser encore. Donc, sur quoi nous nous sommes basés, nous, au niveau des données des urgences? Donc, on a utilisé les RPU, les résumés de passage aux urgences, qui est un recueil standardisé de données médico-administratives pour chaque passage aux urgences, que ce soit pour des structures publiques ou des structures privées.
Et ces données ont été rendues obligatoires par l'arrêté de juillet 2013. Ils ont pour but, en fait, une double démarche, c'est-à-dire d'abord un but de veille et de sécurité sanitaire, notamment à travers les analyses que fait Santé publique France, et également d'observation et de description de l'activité des urgences, comme nous allons faire ici. Ensuite, au niveau du format des données qu'on utilise au niveau des RPU, donc il y a 4 blocs de données, des données au niveau démographique, postal, la commune, la date de naissance et le sexe, des données au niveau de l'entrée, où on saura quand est-ce que le patient est arrivé aux urgences, par quels moyens il est arrivé aux urgences, est-ce qu'il est venu en moyen personnel, avec le SMUR, avec les pompiers ou avec une ambulance. Des données au niveau de la sortie, c'est-à-dire à l'issue du passage aux urgences, qu'est devenu le patient? Est-ce qu'il a été muté dans un établissement? Est-ce qu'il a été transféré? Est-ce qu'il est retourné à domicile? Et enfin, les données médicales, donc à travers la CCMU pour estimer la gravité du passage aux urgences, ainsi que les diagnostics principaux codés en SIM10. Donc là, Arthur, tu peux... Voilà. Donc, comment on a fait le lien, nous, avec le fichier des CPTS fourni par le guichet? Donc, nous l'avons fait à partir de la commune que nous avons, du coup, dans les RPU. Par contre, il y a un petit point de vigilance à avoir, c'est pour les grandes métropoles de Toulouse et Montpellier, où en fait les CPTS sont plutôt divisés au niveau du quartier. Là, on n'a pas pu du coup faire de distinction parce que nous, la maille la plus fine dont on dispose, c'est seulement la commune. Donc, on sait seulement que le patient est venu de Toulouse et pas d'un quartier ou d'un autre. Donc, du coup, pour Toulouse et Montpellier, on a regroupé toutes les CPTS de la ville dans un même document. Et ensuite, à partir de ces données, on a pu sortir des cartes et pour chaque CPTS, on a pu identifier le nombre de passages de patients résidant sur son territoire et du coup établir le profil correspondant. C'est-à-dire qu'on a pu voir dans quelle structure d'urgence sont allés les patients, quelle est la part qui viennent sur les horaires d'ouverture des cabinets de médecine générale, par exemple, combien sont hospitalisés, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui reviennent fréquemment aux urgences, donc est-ce qu'il y a des usagers fréquents, pour quelles pathologies viennent les patients sur différentes tranches horaires et également quelle est la part de passages relevant potentiellement de la ville. Et donc, c'est à partir de toutes ces données-là qu'on a pu faire, du coup, les cartes qui ont été publiées. Et donc, du coup, maintenant, je vais laisser la main à Hervé qui va, du coup, traduire toute cette méthodologie sur différents exemples. Alors, comme vous le verrez, il y aura, enfin, c'est assez long, l'analyse que l'on fait par CPTS, on va jusqu'au diagnostic, on fait des créneaux horaires de passage, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de renseignements sur lesquels on a travaillé avec le guichet CPTS. Là, je vous montrer en 3 CPTS différentes que j'ai choisies pour leur diversité, le Nord-Aveyron, le bassin carcassonnais et la vallée du Tech. Donc on voit que la première, le bassin carcassonnais, on a le nombre de passages, donc c'est une grosse CPTS avec une population quand même importante, puisqu'il y a 26 443 passages aux urgences en 2024 sur cette CPTS, c'est-à-dire 72 passages par jour qui passent dans un service d'urgence, avec une augmentation par rapport à 2023 de ces passages. Le Nord-Aveyron, c'est une petite CPTS, puisqu'il n'y a que 3259 patients aux urgences en 2024, 9 passages par jour. Et on est plutôt sur une baisse, assez nette d'ailleurs, de moins 6,3% par rapport à l'année d'avant. La vallée du Tech, c'est une CPTS intermédiaire avec 13 670 passages, 37 en moyenne par jour, et là aussi une baisse plus modérée, mais qui est quand même assez notable de 5%. On a dessous le nombre de passages par jour de la semaine qui sont agrégés sur l'année 2024. Et sur la première, sur le bassin carcassonnais, on voit que le lundi elle a un profil assez typique avec un lundi et un vendredi où les passages sont le plus importants. Et on voit que le week-end, avec notamment cette grosse part de, 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 de passages en permanence des soins, le nombre de passages chute de manière assez nette. Pour ce qui est de la nuit, on voit que c'est quand même très constant, un horaire de PDSA. Le nombre de passages est stable tous les jours ouvrés de la semaine. À côté, la CPTS du Nord-Aveyron, on voit que c'est pratiquement constant,
tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Il n'y a pas de différence particulière, mais c'est des petits chiffres. Et sur la vallée du Teche, on retrouve un peu ce profil du lundi et du vendredi avec beaucoup de passages et une baisse très nette le week-end. Ce sont des profils, je vais dire, classiques des passages aux urgences. Beaucoup le vendredi, beaucoup le lundi et beaucoup moins le samedi et notamment le dimanche. Les moyennes d'âge, on voit qu'ils sont très différents. C'est une population qui est en médiane. Une médiane, c'est-à-dire qu'il y a autant de patients qui sont plus jeunes que l'âge inscrit sur le diaporama et 50% qui sont plus âgés. Donc, pour Carcassonne, c'est 39 ans, donc c'est une médiane qui est jeune, puisqu'il y a la moitié des patients qui ont moins de 39 ans. On peut dire même, quand on regarde les chiffres, qu'il y a 40% des patients qui ont moins de 30 ans. Voilà, une population jeune, notamment euh, avec des enfants. La CPTS du Nord-Aveyron, c'est une population âgée, très nettement, avec une médiane de 64 ans, euh, et des patients de plus de 75 ans quand même très présents. Et la CPTS de la Vallée du Teche, c'est une CPTS intermédiaire avec une moyenne d'âge de 50 ans. Euh, voilà, donc c'est plutôt la CPTS type que l'on retrouve sur qui sont traduites sur la Vallée du Teche. On peut aussi regarder les passages, le nombre de passages des patients aux urgences. 64% sur le bassin carcassonnais passent une seule fois aux urgences dans l'année. 21% passent deux fois dans l'année et 15%, c'est-à-dire 2212 usagers, passent trois fois et plus, ça peut aller jusqu'à 10 fois, 15 fois, aux urgences. Donc ça, c'est intéressant aussi à analyser, pour savoir ces patients qui réitèrent les passages aux urgences. Ça peut être soit des enfants euh, euh, qui choisissent les urgences avec des parents inquiets, un peu comme médecin traitant et qui agissent toujours à l'urgence, et notamment à la fièvre. Ça peut être d'autres personnes en situation de fragilité qui passent aux urgences plusieurs fois pour des chutes, pour des compensations, etc. Et donc, il y avait des travaux différents à mener. Je pense au sein de la CPTS, un accord avec, un lien avec l'établissement pour essayer de voir quelle est la problématique de ces patients multi-utilisateurs des urgences. On voit que sur le Nord-Aveyron, c'est pas du tout le problème, ces multi-utilisateurs, puisqu'il y en a uniquement 5% qui passent trois fois et plus, et la majorité, quand même la grosse majorité, passe une seule fois aux urgences. Donc c'est un peu vers quoi on voudrait atteindre en fait, ce pourcentage. Et la vallée du Teche, comme toujours, c'est une situation intermédiaire où il y a un peu moins d'usagers fréquents, mais il y en a quand même pas mal. Quand on regarde quand reviennent ces patients, est-ce qu'ils reviennent rapidement? Donc, ce serait plutôt une prise en charge insuffisante au niveau du service d'urgence, ou est-ce qu'ils reviennent à distance de leur passage aux urgences? On voit quand même que l'essentiel euh, viennent à distance du service d'urgence, puisqu'il y en a simplement 17% qui reviennent dans le mois suivant leur passage, dont la grosse partie de ces patients reviennent à distance d'un mois. C'est la même chose sur les PO et c'est encore plus net sur le Nord-Aveyron. On a regardé aussi le taux de recours en fonction des communes de la CPTS. Donc ça, ce sont des cartes qui elles sont toutes petites, mais elles sont plus nettes dans le document, qui reprennent toutes les communes de la CPTS. Et on a regardé par commune, ramené à la population, quel est le taux de recours, c'est-à-dire le nombre de passages ramenés à la population. Voilà. Et au plus c'est vert, au plus ce taux de recours est important. Et on voit que sur le bassin carcassonnais, mais aussi sur la vallée du Teche, il y a du vert foncé, donc il nous donne des taux de recours très importants par rapport à la population. Et ces taux de recours importants se situent un peu à proximité
des établissements avec un service d'urgence qui sont bon, sur Carcassonne, l'hôpital de Carcassonne et la clinique Montréal, et sur la vallée du Teche, je sais plus très bien, la clinique du Val-Espierre, je pense. Donc autour de l'établissement, il y a un fort recours. Par contre, sur la CPTS du Nord-Aveyron, il n'y a pas d'établissement de santé avec des urgences. Et forcément, ça se traduit par un taux de recours moins important. On a regardé ensuite comment arriver ces patients aux urgences. Donc, sur la CPTS du Carcassonne, ils arrivent à 80% par le tram moyen et 17% en véhicules sanitaires, ambulances ou les pompiers. C'est à peu près ce qu'on retrouve sur la vallée du Teche, à peu près en proportion équivalente. Et sur le Nord-Aveyron, par contre, des chiffres très différents, que les patients arrivent avec une forte proportion quand même en ambulance. Alors ça, on pourrait s'en douter avec l'âge des patients vus aux urgences de cette TPTS, puisqu'on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un âge quand même qui était très élevé. C'est vrai que l'arrivée aux urgences par moyen sanitaire, notamment ambulance, augmente très nettement avec l'âge. L'arrivée en SMUR, que ce soit, euh, quelle que soit la CPTS, est quand même très faible, puisqu'on n'en a que 102 sur le bassin carcassonnais, alors que c'est la plus grosse CPTS. Et ensuite, que deviennent ces patients? La CPTS du bassin carcassonnais, 80% de retour à domicile, 20% d'hospitalisation, c'est à peu près les chiffres que l'on a en moyenne sur le taux d'hospitalisation, quel que soit le service d'urgence. Moyenne en Occitanie, dans les services d'urgence, même au niveau national, c'est 20% d'hospitalisation entre passages. Donc, on retrouve ces chiffres-là. Donc, il n'y a rien qui sort de particulier. Sur la CPTS du Nord-Aveyron, on voit que c'est tout à fait différent, avec des taux d'hospitalisation qui sont pratiquement à 50-50. Donc là, on est plutôt en cohérence avec la population l'âge des patients de CPTS, sachant qu'en plus on est âgé, plus on a de chances ou de risque d'être hospitalisé. Donc on retrouve ça influence beaucoup ce taux d'hospitalisation, mais aussi un taux de recours des patients de la CPTS aux urgences, comme on l'a vu, qui était faible. On peut dire que dans cette CPTS, les patients sont quand même vont peu aux urgences, vont peu de manière épisodique aux urgences, et quand ils y vont souvent pour un problème assez important puisqu'ils sont hospitalisés. Après, on peut se demander, avec ces hospitalisations, si le passage aux urgences était bien nécessaire et si le lien entre la CPTS et l'établissement, notamment en hospitalisation directe, peut pas améliorer ce chiffre. Sur la CPTS de la vallée du Teche, c'est encore plus important, où on a un recours aux urgences avec des retours à domicile de 83%, donc très important. Donc là, on serait plus vers un problème de permanence des soins, parce que ces patients, peut-être, ne nécessitaient pas de venir à l'hôpital, en tout cas, ils sont peu hospitalisés. Alors, on a regardé aussi, comme le disait Laure, les PRPV, qui sont les passages relevant potentiellement de la ville. Euh, Peut-être on va s'y attarder un peu plus. C'est-à-dire qu'on utilisait jusqu'à maintenant la CCMU, la classification clinique des malades aux urgences, avec il n'y a qu'une consultation, deux, c'est des patients stables avec un examen, trois, c'est des patients un peu stables, mais enfin souvent les hospitalisés, quatre et cinq, c'est des patients qui sont vraiment de l'urgence et qui nécessitent ensuite des soins intensifs ou de la réanimation. On se basait là-dessus, mais on s'est rendu compte que cette classification est très sujette à interprétation, notamment par les patients qui les cotent, c'est-à-dire les professionnels de santé, et que d'un établissement à l'autre, ça pouvait vraiment varier. On pouvait prendre un même diagnostic et le coter en CCMU 2, 3 ou 4, en fonction de l'état d'esprit, quoi. Donc, on a essayé
de sortir, enfin, au niveau de la FEDORU, au niveau national, de voir si on pouvait faire un indicateur qui serait indépendant du médecin qui le code. Et donc, il a été sorti le PRPV, c'est-à-dire que ce sont les patients qui arrivent aux urgences, qui n'arrivent pas en SMUR, qui sont avec des pathologies peu graves, qui nécessitent peu d'examens complémentaires ou pas, et qui, de toute manière, sortent des urgences. Et chaque diagnostic est associé à un PRPV. Donc, si on le ramène au niveau de ce qui se passe dans les CPTS, on voit qu'au niveau du bassin carcassonnais, il y a un peu moins de la moitié qui sont des passages qui potentiellement pourraient relever de la ville. On a divisé ça en plusieurs sous-segments, euh, parce qu'en fait, ça dépend aussi des possibilités locales du médecin d'avoir accès à des examens complémentaires. Donc, pour le PV médical, tout, n'importe quel cabinet de médecine générale, n'importe quel MSP peut prendre en charge ces patients. Ça ne demande pas d'examen particulier, sauf par exemple une prise de sang dans les 24-48 heures. Par contre, pour les PRPV traumatologiques, certains nécessitent un accès à la radio dans la journée, voire dans moins de 24 heures. Donc, on l'a mis en PRPV traumato, médecine généraliste, plus radio. Voilà. C'est par exemple, on va dire que c'est par exemple l'entorse de la cheville. On peut penser qu'une entorse de la cheville prise en charge en Occitanie avec une grosse cheville, même si la radio n'est pas urgente, le patient va pas accepter de pas avoir une radio dans la journée. Donc, on l'a classé dans ce PRPV-là. Et après, il y a les PRPV traumatologiques, centre de soins non programmés, CNNP, là qu'on a marqué dessous. Ce sont essentiellement, par exemple, les sutures, c'est-à-dire des petits actes de traumatologie. Les sutures, par exemple, ne sont pas faits dans beaucoup de cabinets de médecine générale maintenant. On les a classés dans cette catégorie, centre de soins non programmés. Voilà. Et on voit donc que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Nord-Aveyron a très peu de PRPV, de PRPV en général. C'est vraiment des patients qui nécessitent un recours aux urgences ou au moins à l'établissement de santé. Et sur la vallée du Tech, donc un peu plus encore là de PRPV. Ça se voyait tout à l'heure avec le taux d'hospitalisation qui était plus faible. On a aussi le distinguo, on peut faire ce distinguo de PRPV en fonction de l'âge, en fonction des diagnostics. On a regardé aussi, qui ne sont pas traduits dans la présentation, mais en tout cas dans le document, euh, les diagnostics les plus fréquents de PRPV qui ont recours aux urgences. Et là, je pense que c'est un travail qui peut être fait, notamment c'est le témoin de la prise en charge des, de la permanence, enfin pas de la permanence des soins, mais des soins non programmés sur le territoire de la CPTS. Ça traduit vraiment ça, ces PRPV, c'est ces patients qui ne nécessitent pas de plateau technique particulier, mais qui ont quand même recours aux urgences. On voit que, en général, ça représente quand même 40% des passages aux urgences, ce qui est quand même considérable. Voilà, Arthur, je te laisse Merci beaucoup. lancer les petites actions. Ok, merci beaucoup Hervé. C'est intéressant au travers de cette présentation et du détail un peu des données, des indicateurs. On aperçoit déjà comment on pourrait utiliser cette cartographie pour affiner un peu les pistes d'action à mener sur la maille CPTS. Alors pour toutes les questions, j'anticipe un peu, mais on prendra le temps d'y répondre après, hein, pas d'inquiétude. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. On a un temps dédié après. Alors, pour revenir à l'outil cartographique, j'imagine que quand vous avez reçu cette cartographie des recours et des passages aux urgences pour votre CPTS, bon, on imagine que la première réaction, c'est oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce que je peux en faire finalement concrètement sur mon territoire? Ça va me servir à quoi? Euh,
Donc l'objectif, c'est de vous montrer à quoi ça peut servir, que ce n'est pas juste des statistiques, mais que ce sont bien des données un peu boussole pour passer à l'action. La première étape méthodologique que l'on identifie, nous, c'est de partager ces données avec les professionnels du territoire, professionnels de santé sur le territoire, mais également partenaires avec lesquels vous travaillez, ARS, Assurance Maladie, DAC, etc., etc., plutôt que de tout absorber tout seul, de tout digérer tout seul. Comme on vient de le faire au travers de 3 CPTS, c'est de prendre le temps d'afficher la carte du territoire et de sélectionner des chiffres marquants, par exemple un pic de passage aux urgences sur un horaire le samedi, et on en discute ensemble entre professionnels. Ensuite, l'idée, c'est de justement venir croiser avec le terrain. Est-ce que ce chiffre qui apparaît ici, on le retrouve finalement dans nos pratiques, dans les témoignages que l'on a de la population, dans le retour de nos soignants, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu? Et puis très vite, l'idée, c'est de glisser vers des leviers d'action. Si on voit que 50% des passages relèvent de la ville, comment on organise une réponse en ville? Si on voit que les plus de 75 ans consultent énormément, quel relais on peut activer? Donc l'idée, c'est vraiment que ces chiffres viennent un peu guider votre réflexion et puissent vous aider à affiner vos actions, notamment, on l'entendait tout à l'heure, sur les actions SNP, soit non programmées. Donc ça va vous permettre de prioriser, d'objectiver et surtout de travailler lors du dialogue de gestion, lors de l'évaluation et de l'amélioration continue de vos projets avec l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie autour de vos projets. Si on prend des exemples très concrets, et Hervé, tu en as donné, donc c'était intéressant. Par exemple, on peut se référer au passage itératif. Si on va voir à la rubrique sur les retours à 72 heures, un mois, etc., on peut regarder la récurrence de ces retours aux urgences. Et si on voit qu'il y a une récurrence qui est forte sur ces passages itératifs, on peut avoir la réflexion de se dire, tiens, c'est sûrement souvent des patients fragiles ou isolés. Est-ce qu'on ne peut pas renforcer le partenariat à l'échelle du territoire avec le dispositif d'appui à la coordination? Est-ce qu'on ne peut pas aller creuser un peu pour voir s'il n'y a pas un levier d'action à poser ici? Sur les pics horaires, c'est pareil. Si on regarde les tableaux, vous avez des tableaux, vous savez, par heure et par jour sur la carto. Si on voit que le samedi est saturé, si on voit qu'il y a un créneau dans la semaine qui est saturé, il y a peut-être une réflexion à avoir sur des créneaux de consultation sans rendez-vous en lien avec les MSP du territoire. Même logique, et Hervé commençait à en parler, sur les pathologies dominantes. Là, on ne l'a pas fait apparaître, mais c'est dans la cartographie. Si on voit qu'il y a des traumatismes chez les plus de 75 ans qui sont surreprésentés, une majorité de chutes chez les seniors, on peut se dire, là, il y a peut-être une réflexion des actions de prévention à flécher en lien avec les SIAD, avec les établissements socio-médico-sociaux, avec les kinés du territoire, etc., etc. Donc, on peut tirer, vous voyez, le fil assez loin. Autre exemple également, et il me semble que sur la carto, ça apparaît, euh, les établissements, le top des établissements les plus fréquentés sur le territoire de la CPTS. Donc, si on voit qu'il y a un établissement ultra sollicité sur le territoire de la CPTS, c'est peut-être une opportunité justement de s'appuyer sur ces éléments-là pour formaliser si ce n'est pas fait ou pour demander un temps de coordination ville-hôpital ou travailler une coopération justement avec l'établissement plus forte. Donc, l'enjeu, c'est pas juste de rester à digérer seul ces chiffres, mais c'est de les interpréter collectivement, les discuter, les débattre et les inscrire dans vos logiques d'action, d'amélioration continue autour du projet. Et ça, c'est vraiment le cœur du travail que vous pouvez mener grâce à cet outil. Surtout si un chiffre vous interpelle, utilisez-le. Ça veut dire que derrière, il y a sûrement une dynamique à enclencher sur le territoire, il y a sûrement quelque chose à faire. Donc voilà sur les pistes d'action. Euh, je reprécise avant d'ouvrir le jeu des questions-réponses, puisqu'il nous reste un peu plus de 10 minutes pour échanger avec vous. Si vous avez des situations spécifiques ou personnelles ou si vous souhaitez aller un peu plus loin, on vous partagera à la suite du webinaire les coordonnées au niveau de l'ORU qui pourront permettre de vous répondre. Voilà. On va passer aux questions-réponses et
au niveau des questions-réponses. Donc, je vais reprendre tout simplement ce qui a été posé. Je crois, voilà, super, il y a un petit compte-rendu. Alors, est-ce que cet outil sera accessible pour lancer des requêtes spécifiques à un territoire? Et est-il prévu dans le futur d'y rajouter les données des MMG? Alors, je traduis la question, vous n'hésitez pas à prendre la parole si ce n'est pas le sens premier de la question. J'entends par là, est-ce que ça sera un outil dynamique finalement qui pourrait être disponible sur Internet via un module où on pourrait venir filtrer, requêter sur Internet? Alors, pour l'instant, il ne me semble pas que c'est le cas, même si ça serait idéal, mais en tout cas, l'outil pour l'instant est statique, il n'est pas encore dynamique, c'est-à-dire dans la forme qu'on vous l'a partagée. C'est ça, Laure? Oui, tout à fait. Pour Ok. l'instant, il est statique. Après, il faut savoir, à l'ORU, on est en train de revoir un peu notre système d'information. Donc, il est possible que dans l'année qui vient ou dans 2 ans, on soit en capacité de faire des tableaux de bord un petit peu plus dynamiques. Donc, C'est c'est pas c'est du fermé, mais teasing. ça sera pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Voilà. Au niveau des MMG, est-ce que c'est prévu dans le futur d'y rajouter ces données-là ou pas? Alors, on a projet en effet de récupérer les données des maisons médicales de garde. Donc, aujourd'hui, on arrive à récupérer les données des maisons médicales de garde qui sont sous le logiciel Médoc. Donc, je pense que l'année prochaine, on pourra les rajouter, au moins celles-là. Mais pour l'instant, voilà, on n'a que celles qui ont Médoc. Donc, c'est en projet. Donc, ça va peut-être Ok, arriver dans les années qui viennent. Ouais. Parce que c'est un lien avec le logiciel des maisons médicales et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de logiciels. On a commencé le travail avec Médoc, ça fonctionne. Et comme ça représente quand même 40-50% des maisons médicales de garde, d'ici peu, on aura au moins les chiffres de 40-50% des maisons médicales de garde. ok, super. Merci de la précision. Alors, une question sur la maille commune et sur la provenance des chiffres. Est-ce que les données des communes, donc il me semble que c'est les codes INSEE, hein, correspondent à la commune de résidence du patient ou de naissance du patient? Alors, c'est bien la commune de résidence du patient. Voilà. Alors, pouvez-vous nous préciser l'outil informatique utilisé pour concevoir ces cartes? Alors, j'en parlais avec Laure la dernière fois, on n'a pas le même outil, il en existe plusieurs. Je vais donner à Laure, peut-être si elle le souhaite, en tout cas le souhait de partager l'outil qui est utilisé pour faire ce type de carte. Alors, que ce soit les cartes ou même toutes les cartographies CPTS, là, tous les tableaux et tous les graphiques, tout a été fait avec le logiciel RStudio. RStudio. Et vous avez un autre logiciel gratuit qui s'appelle QGIS, qui est un outil de spatialisation d'informations géographiques qui est gratuit. C'est pas les plus simples des logiciels à chaque fois, je tiens à vous le préciser. Mais voilà. Euh, alors ensuite, à quoi correspond la colonne, et je vais remonter, nombre moyen par jour sur la slide, passage relevant potentiellement de la ville. Alors, par exemple, si on regarde sur le bassin carcassonnais, donc sur les PRPV médicaux, donc en tout, sur toute l'année 2024, en horaire de journée PDSA, on a observé 7000, Hors PNS. hors PDSA, pardon, journée hors PDSA, on a observé 3007 passages aux urgences, ce qui représente en moyenne 8 passages par jour au niveau de la CPTS. C'est-à-dire que sur toute l'année 2024, il y en a eu 3000, mais si on le rapporte au nombre de jours, il y en a eu 8 patients par jour sont venus pour un PRPV médical. Voilà, je ne sais pas si ça Oh, répond à la question, s'il y a besoin de précision. Non, il y a un petit je- pouce qui est Ah. bon, c'est bon, c'est parfait, ça veut dire que c'est bien. Alors, est-il prévu du coup une mise à jour des données statistiques si elle n'est pas dynamique? Alors, l'idée, ça avait été plus confidentiel finalement l'année dernière, mais on avait déjà eu le plaisir de faire ce travail avec l'ORU, et donc bis repetita cette année, et j'espère que l'année prochaine également. L'idée, c'est de reproduire
ce type de travaux-là, non seulement pour vous accompagner sur l'évolution des tendances au niveau de vos territoires. C'est ça, hein, l'outil aussi va être intéressant pour voir comment évoluent les tendances. Et surtout, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de les mettre en rapport avec des actions que vous mettez en place sur les territoires. Et de faire ces zones de corrélation, là, ça peut être super intéressant pour justement, quand je parlais de boussole, guider les orientations et les actions concrètes que vous prenez sur vos territoires. Alors, la question d'Estelle. Dans le profil patient, comment lire le tableau avec les âges et notamment à quoi correspond le taux de recours? Alors, on va aller sur le tableau avec les âges. C'est bien ici. Et la question, c'est sur le taux de recours, l'interprétation de ce chiffre-là. Alors en fait, le taux de recours, c'est le nombre de patients qui sont venus aux urgences qu'on a rapporté à la population INSEE. Donc, c'est-à-dire que pour les moins de 15 ans, il y a à peu près 28% de la population qui est venue au moins une fois aux urgences, 28% de la population des moins de 15 ans. des moins de 15 Des ans. Oui. moins de 15 ans. Ok, d'accord. Intéressant, merci. Donc ça, je pense que c'est bon pour cette première question. Et elle avait une deuxième question également, pardon. Avoir un exemple de lecture sur le taux de recours au niveau de la cartographie. Donc, par exemple, si on revient sur Carcassonne, j'imagine que on a ici le taux de recours, mais je crois que Hervé en avait fait la démonstration tout à l'heure. C'est que on a un taux de recours ici qui est plus important. C'est peut-être au niveau du 26% que la question se pose, je pense. C'est ça? C'est-à-dire qu'on a eu une petite coupure. Donc, c'est Ah, mais interpréter le taux de recours sur la cartographie, c'est ça? c'est ça. 26%. OK. Donc, sous chaque commune, il y a le taux de recours réel qui précise la couleur, puisqu'en fait, au-delà de 25% de taux de recours, on passe en vert foncé, quoi. Donc, si on a 40%, on est encore en vert foncé. Donc, de manière plus précise, sont notés sous chaque commune le taux moyen de recours De la euh, population. d'urgence. Donc là, sur la ville de enfin, sur la commune de Carcassonne, le taux de recours est de 25%. OK. Alors, je continue. Je continue. Euh, Identifier les leviers avec d'autres CPTS ayant plus d'expérience. Alors, ça, c'était plus de l'ordre de la remarque, mais effectivement, les cartes sont disponibles en ligne, donc disponibles au travers des mails qu'on a envoyés, mais également hébergés sur le site de l'ORU, sur le site du guichet CPTS. Vous pouvez y retrouver vos cartes sur vos territoires départementaux ou bassins de vie CPTS. Et ça peut également vous permettre sur des typologies comparables, on parle de territoire, c'est toujours différent, et voir si les tendances sont différentes. Et donc, à partir de ce moment-là, se dire, tiens, on a à peu près la même typologie que le Nord-Aveyron, par exemple, mais on a une évolution qui ne va pas dans la tendance du Nord-Aveyron. Tiens, ça peut être intéressant de rentrer en contact avec le Nord-Aveyron pour voir s'ils ont mis en place des actions spécifiques autour des soins non programmés. Est-ce qu'il y a une action pour les personnes âgées pour éviter le passage aux urgences, par exemple? Donc, ça, effectivement, c'est aussi un outil qui doit vous servir à faire du lien avec les autres CPTS. Et ça, bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Si vous identifiez des territoires qui vous intéressent en termes de contact, vous n'hésitez pas à nous contacter. Avec l'accord de la CPTS identifiant, on vous donnera les contacts pour que vous puissiez au moins échanger avec elle sur ces sujets-là. Je reprécise, j'ai vu la question tout à l'heure, les cartes ont été envoyées à toutes les CPTS d'Occitanie, mais également aux délégations départementales et aux caisses primaires d'assurance maladie, afin que tout le monde puisse se saisir de ces éléments de travail. Alors, je continue. Bonjour, plus une observation qu'une question, mais peut-être à nous de communiquer quelques points d'attention, de vigilance, notamment quant à l'interprétation des données. Par exemple, pour le 66 en 2024, plusieurs fermetures prolongées plusieurs mois.
Sur le volet chiffres, et effectivement, et ça je vous laisserai compléter, mais l'une des limites de la méthode employée, c'est que les chiffres, effectivement, ont une limite d'interprétation, hein. Vous preniez l'exemple des CMU tout à l'heure, mais on pourrait l'élargir à tous les chiffres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut croiser ces éléments chiffrés avec les contextes territoriaux et les retours pratiques. Effectivement, s'il y a fermeture d'établissements sur le territoire de la vallée du Tech, par exemple, ben, ça va venir peut-être expliquer des tendances. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste prendre les chiffres seuls, il faut qu'on vienne les croiser ou les confronter. Je ne sais pas si Laure ou Hervé, vous voulez apporter des précisions par rapport à ça. Moi, j'ai juste pour dire que, par exemple, si euh, je sais pas quelle clinique est sur la vallée du Tech, je crois que c'est la clinique Vallespierre, c'est ça? C'est le Vallespierre, le Tech, non? Ou c'est Alors, Prat, il je sais faudrait pas. demander. Je ne veux pas Ah le bon, peu mettre importe. à Loïc qui n'est pas là, peut-être, mais Disons je que ne l'ai pas en tête. si sur 7 CPTS, un service d'urgence a fermé, euh, partiellement ou totalement, nous, on ne va pas regarder que à travers de cet établissement. C'est-à-dire qu'on va regarder de partout sur les PO les patients qui viennent de cette CPTS. Donc, on peut en sortir que ces patients ne sont pas allés sur la clinique habituelle, mais sont allés plutôt sur l'hôpital de Perpignan, par exemple, parce que les urgences étaient fermées. Donc, c'est pas, on n'a pas notre point d'entrée, notre focus, ce n'est pas l'établissement. C'est bien euh, la CPTS, la commune de résidence du patient. Et la deuxième chose, sur la qualité des RPU, effectivement, vous verrez sur certaines CPTS où il n'y a pas les PRPV, par exemple. Donc c'est bien dommage, mais ça vient du fait que il nous manque des éléments dans les RPU qui remontent, de précision. C'est pas suffisamment précis pour que nous on puisse les, les interpréter et les mettre dans cet indicateur-là. D'accord, Alors merci. normalement, je ne sais pas si Laure, tu mets le pourcentage Oui. de... Normalement, à côté de chaque tableau, il y a le pourcentage d'exhaustivité de chaque variable. Et avec, il y a un petit code couleur. Donc, quand c'est vert, c'est que ça va. Quand c'est jaune, c'est que c'est un petit peu plus bas. Donc là, je pense qu'il y a il y a que du vert sur Carcassonne. Ou alors, Oui, des fois, avec c'est toute la rouge. vérité. Et carrément, j'ai enlevé les données du tableau. Et il y a un petit commentaire qui dit, voilà, les données d'exploitabilité sont trop faibles pour pouvoir sortir des résultats. D'accord, merci. Je vous confirme que c'est bien la clinique du Val-Espire. Alors, c'est pas moi qui l'ai deviné, on me l'a soufflé dans le chat. Merci à vous. Dernière question, peut-être avant de conclure. Je vois qu'il est 45, on est attentif à ce qu'on puisse finir en temps et en heure. Est-ce que les données 2022-2023 sont incluses dans la base d'analyse? Euh, et pour la mise à jour prévue dans le futur, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, on espère une mise à jour annuelle. Donc, est-ce qu'il y a des données 2022 ou 2023 inclus dans la base d'analyse? Alors, pour l'instant, là, dans les cartons qu'on a fait, donc on est vraiment ciblé sur 2024. On a juste regardé l'évolution par rapport à Désolée, 2023, je vais vraiment baisser le son. le chiffre d'évolution. D'accord, merci. Et ce taux d'évolution, d'ailleurs, est intéressant à venir interroger. Ok, écoutez, je vous remercie. Je vous précise, avant de conclure ce webinaire, qu'il y a des éléments sur les passages relevant potentiellement d'une prise en charge de ville, on en a parlé lors de ce webinaire, qui sont disponibles sur le site pardon, de l'ORU. Et donc, je vous invite à aller les consulter pour peut-être un peu mieux étayer Télécharger cet aussi. indicateur-là. Euh, je n'ai plus qu'à remercier grandement l'ensemble des participants à ce webinaire, hein. Merci
On vous communiquera le lien du replay. Si vous avez des questions qui viennent après, ce n'est pas grave, n'hésitez pas à nous les poser. On fera le travail de circulation entre partenaires. Et j'adresse un très grand merci à l'ORU Occitanie et notamment à Laure et Hervé pour l'ensemble du travail et la qualité des échanges qu'on a pu avoir pour vous proposer cet outil. Donc, un grand merci à vous. Et juste, je voulais rajouter, Arthur, Oui. si jamais au niveau des CPTS, vous avez des questions, vous pouvez aussi passer par les coordonnateurs territoriaux que vous devez connaître avec les réunions hebdomadaires. Passez par eux. Soit elles sont en mesure de vous expliquer, vous répondre à vos questions, soit elles nous feront passer ça et on leur donnera aussi la, on répondra à leurs questions. Mais essayez aussi de passer par les coordinateurs territoriaux. Ok, super. Bon, ben c'est parfait. J'avais pas le circuit jusqu'au bout. Merci beaucoup, Hervé, Laure. Merci à Merci. tous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.